« 14 février 2015, mesdames, messieurs, la date vous dit certainement quelque chose. Bienvenue sur cette principale édition de l'information sur TV+. Tout d'abord, les titres. Sur le volet société, la Saint-Valentin ou fête de tous les amoureux se célèbre ce 14 février 2015. Pour les Librevillois, chacun a sa manière de témoigner son amour acquis de droit, même si dans les couples, chacun sait ce dont il a besoin pour l'occasion. Nous en ferons large écho dans ce TV+ Soir. Société toujours, le problème du financement des travaux d'aménagement des bassins versants de la capitale refait surface suite aux nombreux cas d'inondation enregistrés dans la cité. La question est de savoir qu'est devenue la somme d'argent allouée pour ces travaux. Patrick Serrano revient sur les chiffres dans un tout petit instant. Société toujours, le mouvement dynamique unitaire dénonce la méthode d'intimidation dont ses membres seraient victimes sur le plan national. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'une assemblée générale tenue ce matin à l'école publique Martine Oulabou. Bertheline Bengon fait donc le compte rendu de cette rencontre dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. À tout seigneur, tout honneur, ouvrons ce TV+ Soir par la célébration ce 14 février 2015 de la Saint-Valentin ou fête de tous les amoureux. Une célébration au cours de laquelle chaque Librevillois apporte sa touche particulière, même si les attentes sont propres à chacun. Suivant ce reportage sur les images de Justin Jana. Des roses aux couleurs agréables, des chocolats et autres cadeaux aux saveurs de l'amour. Tant de symboles pour magnifier l'être aimé ce 14 février, une date mémorable pour les amoureux. La fête de l'amour, oui, donc c'est l'occasion d'exprimer ce qu'on ressent, pas seulement au conjoint, mais aux membres de sa famille, à ses amis. Concrètement, de nos jours, Saint-Valentin, c'est plus un restaurant en couple. On le fait de manière sereine, sans trop d'euphorie. Ce que je prévois pour des personnes comme nous en fait. Toutefois, le paradoxe est perceptible dans la considération accordée à la Saint-Valentin. Pendant qu'elle est une occasion d'accorder toutes les attentions à l'être aimé, pour d'autres, elle serait un non-lieu, même si les attentes demeurent. Un peu plus de sincérité dans les relations, moins d'hypocrisie et puis l'amour du prochain comme le Christ demande. Ce que j'entends, c'est que c'est une bonne fête. Dommage que ma femme n'est pas là. Donc voilà, si elle était là, on devait fêter, mais comme elle n'est pas là. Donc c'est la fête C'est la fête des amoureux. Donc pour les gens qui sont toujours leur femme avec eux, ils n'ont qu'à en profiter. Rappelons que la Saint-Valentin ne concerne pas que les couples constitués ou en devenir, mais aussi la famille et pourquoi pas les amis. La Saint-Valentin, la fête de l'amour, mais sans abus. Et la Direction générale de la protection contre le sida qui multiplie les actions sur le terrain pour lutter évidemment contre la pandémie du sida de manière efficace. Nous allons donc à cette occasion de la Saint-Valentin suivre ce reportage sur les images d'Edgar Nzé. Le sida peut s'inviter à tout moment dans la vie d'un tiers une fois que ce dernier devient sexuellement actif si l'on tient compte de ce mode de transmission uniquement. Pour mettre des barrières à ce meurtrier et à l'avènement de la Saint-Valentin, les modes de contraception féminine et masculine sont mis en avant. Nous avons choisi cette période, au fait, cette approche, parce que c'est une journée à laquelle beaucoup de gens, il y a souvent des débordements. Il y a des gens qui vraiment se donnent à fond, ils veulent s'amuser, donc il faut protéger la population. C'est pour cette raison que nous, la Direction générale de la prévention du sida, nous avons voulu encore bouger pour rappeler aux populations que c'est vrai, on s'amuse, mais il faut prendre soin de soi, il faut se protéger.
Plusieurs sites ont abrité la distribution de ces préservatifs, tous sexes confondus, et les organisateurs sont d'ores et déjà satisfaits des résultats obtenus. Pour eux, c'est le meilleur cadeau pour une fête dédiée aux amoureux. Le plus important aussi, c'est de prévenir. Il y a le préservatif qu'on a distribué, c'est un bon cadeau. Mais il y a aussi parler et faire connaître, faire conscientiser les populations que cette maladie est bel et bien réelle. Et qu'il faut faire attention à s'amuser. C'est vrai, on peut s'amuser. On s'amuse, mais après les amusements, parfois il y a des débordements et puis on se laisse aller. On contracte la maladie. La Saint-Valentin 2015, il faudrait la célébrer, mais sans oublier le partenaire fidèle, le préservatif. Parlons de l'histoire à présent de la Saint-Valentin pour l'Église catholique. Valentin est un saint dont l'histoire se résume en ces termes. Écoutons-la. Saint-Valentin, il y a beaucoup de Saint-Valentin. Mais le Saint-Valentin que nous considérons comme le patron des amoureux et de ceux qui s'aiment, était un médecin. Puis il était devenu prêtre. À cette époque, c'était l'époque des conquêtes. Et l'empereur ne voulait pas que les militaires ou les soldats se marient. Mais vous savez que l'amour est toujours très fort. Ça a mené les soldats et les militaires à aller se marier en cachette chez le père Valentin. Et quand l'empereur a appris cela, il l'a arrêté et il l'a mis en prison chez un officier supérieur. Puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de prison comme aujourd'hui. Et cet officier supérieur, c'était un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils voulaient tellement un enfant qu'ils ont adopté une petite fille aveugle. Et Saint Valentin, par ses prières, a amené à ce que cette petite fille-là ait la vue. Au vu de ce miracle, cet officier s'est converti, sa femme et même tout son entourage. Et quand l'empereur a encore appris cela, c'est là qu'il a décidé qu'il fallait décapiter Saint Valentin. Mais avant qu'on ne décapite Saint Valentin a envoyé, il a arrangé des feuilles sous forme de cœur qu'il a envoyé à la petite qui avait retrouvé la vue en disant « Souviens-toi de ton Valentin ». Et après avoir été exécuté, enterré, ça a fait un choc pour tous ceux dont Valentin avait béni le mariage, tous ceux qui étaient témoins de ça. Et les gens allaient se recueillir sur son tombeau. Et là aussi, il y a eu beaucoup de miracles. On a vu les divorcés reprendre, se réconcilier, reprendre. Il y a eu beaucoup de mariages. Les gens qui cherchaient des âmes sœurs en ont trouvé. Et depuis lors, il y a eu des moments où l'Église a célébré la Saint-Valentin. Oui. Le père Langlais justement de la paroisse Saint-Joseph de Lalala vient de mettre sur le marché un ouvrage intitulé Neuvaine à Saint-Valentin. Un ouvrage qui se veut être protecteur de l'amour dans la cellule familiale et surtout au sein de la famille chrétienne. Bertheline Bengon. Ce 14 février sera célébré la Saint-Valentin. Justement, pour les catholiques, un livret à ce sujet vient d'être mis sur le marché. Il s'agit d'un livret de la neuvaine à Saint-Valentin, écrit par le père Benoît Langlais. Ce livre, c'est un petit livret qui est une neuvaine de prière à Saint-Valentin, qui est le patron des amoureux et de ceux qui s'aiment. Alors, comment est-ce que nous sommes venus à éditer ce petit livret? C'est parce que nous connaissons tous l'importance de la famille,
du fait que Dieu a voulu que la famille établie par le sacrement du mariage soit aussi le sacrement du Christ et de l'Église. Et cette réalité humaine fondamentale où l'Église et la société sont édifiées et que nous considérons comme des petites églises domestiques constitue une source d'éducation chrétienne et humaine. 9 jours de prière pour appuyer l'effort pastoral, ce qui se résume en ces termes. On a donc voulu, par cette neuvaine de Saint-Valentin, d'abord pour aider à la préparation des mariages à l'Église, pour consolider l'amour dans les couples et les familles, pour aider ceux qui vivent en concubinage d'avancer vers le mariage religieux, et aider aussi ceux et celles qui cherchent une âme sœur à avoir des éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour trouver une véritable âme sœur. Cet ouvrage est vendu au prix de 1500 francs, disponible au sein de la paroisse Saint-Joseph de Lalala ou encore à la librairie de l'archevêché. Les récentes pluies ont fait d'énormes dégâts à Libreville, précisément au point kilométrique 6, où les habitants ont constaté la perte de plusieurs de leurs appareils et autres biens, suivant ce reportage de Francis Obam. Pour un désastre, c'est un véritable désastre pour les habitants du PK6 victimes de l'inondation suite à la pluie qui s'est abattue hier sur la capitale. Les eaux ont complètement envahi les habitations. Au nombre des dégâts, l'on note des appareils électroménagers et des groupes électrogènes endommagés. Même des compteurs d'électricité sont immergés. Ici, c'est le désordre total. Ça nous arrive, ça nous a surpris hier matin. Vous-même, vous pouvez voir la situation. J'ai perdu un groupe électrogène, 2 congélateurs, une motopompe que je m'apprêtais à amener chez moi à Mikongo, faire mes plantations. Je suis retraité, un père d'une nombreuse famille. Je sais comment faire. Là où je suis dépassé. Les populations de ce quartier du 6e arrondissement de Libreville parlent de la nécessité de revoir la buse existante, vieille de plusieurs années. Elles dénoncent par ailleurs le fait que la municipalité de Libreville ait refusé de se pencher sur la question au bénéfice d'une passerelle dont les travaux se sont arrêtés pour absence de financement. Le problème récurrent de la capitale gabonaise, celui de la non-viabilisation des bassins versants, toute chose qui occasionne pas mal de désagréments en saison pluvieuse. Voyons ensemble l'impact sur le terrain avec Nathalie Oké. Parmi les projets retenus par le gouvernement de la République figurait la construction des bassins versants de tous les arrondissements de Libreville. La construction de ces infrastructures avait donc un objectif, la réduction et l'élimination des inondations dans la capitale. Aujourd'hui, seuls les quartiers Pompidou, Plein-Oreti ont bénéficié des débuts des travaux. Mais ailleurs, le projet d'aménagement des bassins versants n'est pas effectif, occasionnant ainsi de lourdes conséquences au sein des populations. Ce que je veux précisément, c'est mon quartier. Il faudrait que ce taux-là ne puisse plus exister ici. Sinon, Asselin ne viendra plus jamais ici. Parce que moi, je n'ai pas le mensonge. Comme il favorise chez lui, qu'il reste chez lui et que nous pouvons faire mourir ici. Mais le jour qu'Asselin va déboucher ça, comme il a l'habitude de le faire ailleurs, Asselin viendra chez nous ici au quartier. Ça, je veux dire sincèrement. Une situation de détresse pour les riverains victimes de ces inondations depuis de longues dates, avec les tensions sociales au sein de toutes les administrations du pays. Le suivi des chantiers s'avère impossible par l'Agence nationale des grands travaux. Et puis les familles sinistrées lors de la pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit du 11 au 12 février attendent désespérément que les autorités leur viennent en aide pour une éventuelle évaluation. Détails et explications, Bertline Bungon. Pendant que des familles gabonaises vivent dans des zones humides et à risque chaque jour, elles sont victimes d'inondations, souvent même meurtrières. Nos autorités le savent, pourtant, on s'accorderait même à croire qu'elles se croisent les bras. Dans les quelques quartiers que nous avons sillonnés, les sinistrés attendaient sur le terrain la visite des experts du ministère des Affaires sociales, ceux des catastrophes naturelles, pour ne parler que de cela. Une attente qui pourrait durer des heures, des mois, si l'on ne s'abuse, juste pour une simple évaluation des dégâts, et pire même des années, pour un éventuel dédommagement.
Mais bon, cela devient une habitude dans notre pays, d'attendre encore et encore que l'on se penche sur de véritables problèmes qui touchent les moins nantis. Et dans cette interminable attente, les familles sinistrées continueront de vivre dans ces habitations, pour certaines où l'eau sera descendue et pour d'autres à squatter le voisinage, jusqu'à ce que ces eaux de pluie décident de se trouver à un autre endroit. Être abandonné à soi-même, tel le triste sort du Gabonais dans son pays, ou du mieux, dans un pays qui n'appartient qu'à ceux qui ont les moyens d'y vivre. L'État que l'on dit être nous serait tout simplement un nous exclusif. Où sont passés les logements promis à la population gabonaise? Les habitants justement de Libreville qui constatent avec leurs yeux qu'il n'y a rien qui sort de terre se posent beaucoup de questions, et ces questions, nous allons les découvrir dans cet élément de Nathalie Oké. L'arrivée des grandes pluies dans la zone de l'estuaire constitue pour les populations un véritable cauchemar, du moins pour celles vivant en zone humide. Sur le terrain, le problème de logement des compatriotes aux revenus modestes reste tout entier, alors même que le pouvoir émergent, notamment dans son plan stratégique Gabon émergent, le chef de l'État avait promis un habitat décent à cette catégorie de compatriotes. Aujourd'hui, ceci n'est encore qu'un projet. La catégorie du milieu, c'est qu'on ignore même dans le pays. Voilà, c'est le rang-là qu'on occupe ici. Non, parce qu'on est fatigué tous les jours, les logements, et ça nous donne ça. Alors, ces logements, ce n'est pas pour des personnes en difficulté. C'est pour des personnes riches. Il faut appeler le chien par son nom. C'est pour des personnes riches. Parce que c'était pour des personnes démunies, on devait déloger tout ce monde-là qui souffre, qui meurt dans l'eau. Vous voyez? Ils meurent dans l'eau directement, on devait prendre, allez-y, et on devait faire des caniveaux pour que ces hommes-là ne puissent pas mourir de l'eau. Si j'écoute qu'il y a des logements sociaux, et par contre, on écoute que non, ces maisons sont moyennant qu'on peut dire payant. Et on dit que pour une bonne somme de 50 000 francs, mais pour avoir cette maison même, il faut peut-être une caution en même temps. Mais pour les démunis, regardez un peu, pour ceux qui n'exercent pas, qui ont un salaire minimum de peut-être 80, 150 000, 100 000 francs. Comment vont-ils faire? Pour les principaux concernés par cette mesure sociale, le projet concernant les logements sociaux attend toujours la matérialisation qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Ça fait plus de 20 ans ou 40 ans que cette zone, que les gens souffrent. Le président de la République a demandé qu'on puisse déboucher ce caniveau-là. Les gens du quartier ont grévé pour qu'on puisse déboucher ce caniveau, ce pont-là, ce canal-là, pour que le moins le circuit, pour que les gens de Belle Peinture, ODK, plus précisément ODK, puissent vivre mieux. Mais à Sélé, qui soit en disant il est le maire du 3e arrondissement et le propriétaire du 3e arrondissement, a demandé que ce canal-là ne puisse pas être débouché. Anembo n'est pas effective. Elle est réservée pour d'autres personnes, oui, pas pour les cas sociaux. Anembo. Les Gabonais continuent donc d'attendre qu'il soit mis en place une véritable politique sociale axée sur le logement. Les fortes pluies qui s'abattent à Libreville et ses environs ne feront qu'intensifier les souffrances de ses compatriotes démunis. Sur le terrain, seule l'opération de casse des habitations est perceptible au grand désarroi de ses compatriotes. Les activités de la Croix-Rouge, quant à elles, s'intensifient sur le terrain. On constate la présence d'agents justement de cette organisation qui viennent prêter main forte aux populations sinistrées. Suivons ce reportage de Nathalie Oké. La Croix-Rouge gabonaise met son temps à profit pour aller en appui aux populations durement touchées par les conséquences des inondations à travers la commune. Depuis hier, ce sont les quartiers du 6e arrondissement et du 2e arrondissement qui ont été visités par quelques équipes. Mais seulement, en quoi consiste cet appui technique des compatriotes sinistrés? Il y a une petite fille qui est tombée dans le canal à Petit Paris. Donc nous avons aidé les pompiers dans les recherches. Nous avons aussi mis à disposition un sac mortuaire au cas où les dépôts étaient trouvés. Et maintenant, à côté de ça, au niveau du 6e arrondissement, on a accompagné les populations. L'accompagnement consistait essentiellement à aider ceux-là qui ont du mal à vider l'eau dans les maisons et faire aussi une évaluation. Cette évaluation consiste à dire objectivement combien de personnes ont vécu le sinistre à un endroit bien spécifique.
Un travail de sensibilisation, d'information sur l'hygiène de milieu de vie s'effectue sur le terrain. Les experts en sécurisme travaillent également sur l'hygiène environnementale, surtout dans les quartiers au relief accidenté et à forte densité de la population. Donc c'est un travail qui se poursuit compte tenu du fait que les pluies continuent. Donc nous sommes là en fait pour aider les personnes les plus vulnérables parce qu'il y a des ménages où souvent ils n'ont pas la capacité de vider l'eau dans les maisons. Donc nous on vient appuyer ceux-là dans ce travail. Maintenant après, si c'est possible, on les accompagne. Si c'est possible. En même temps, on les sensibilise sur ce qu'il faut faire dans cette période pluvieuse. Déjà garder les habits, les documents essentiels en hauteur pour ne pas avoir à les perdre. Et aussi les sensibiliser sur le fait d'arrêter les compteurs qui sont bas. Parce que souvent quand il pleut, quand les eaux montent, il y a des compteurs qui sont donc. C'est essentiellement cette sensibilisation et surtout vraiment véritablement l'accompagnement pendant le sinistre. Seulement, la Croix-Rouge ne se substitue pas à l'État. Son appui n'est que circonstanciel en attendant le relais du gouvernement de la République. Toujours en rapport avec les dégâts causés par les eaux, où sont passés les fonds alloués aux travaux d'aménagement des bassins versants de Libreville, est-on tenté de se demander au regard justement des inondations qui continuent d'endeuiller les familles gabonaises. Patrick Serrano. Encore des victimes, des intempéries, notamment de la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la journée du 12 février 2015. Tout cela se passe dans une ville moderne, ville d'un pays au potentiel financier immense, comparé à la population, 1 500 000 habitants, un pays en pleine émergence. Ce cliché est loin de préoccuper les pouvoirs publics. Les cas sont multiples où les victimes ont donné l'occasion à certains d'aller verser des larmes de crocodile. On avait pensé que les choses auraient pu s'arranger depuis là, mais voilà que cette journée du 12 février a donné encore plus la possibilité à tous de se rendre compte que l'État gabonais a d'autres priorités. Que se passe-t-il en réalité? Le nœud se situe justement sur l'aménagement des bassins versants de la capitale, d'actualité depuis 1994. Malgré les promesses faites, rien n'a pu être réalisable. Ce ne sont pas les moyens qui ont fait défaut. Tenez, dans la rubrique assainissement, 40 milliards de francs CFA ont été dégagés pour 3 bassins versants, Guégué, Loé-Iaï, Terre Nouvelle, projet qui devait évidemment prendre en compte également des circuits d'écoulement des eaux de ces bassins. Des finances dont la destination n'est pas connue à ce jour et les bassins versants peuvent toujours attendre. Mieux, dans la période allant de 2012 à 2014, il était toujours question d'aménagement qui devait également prendre en compte le plan complet de réinstallation des personnes affectées par ce projet. Financement, Banque de développement des États d'Afrique centrale. Pourtant, des compatriotes ont bien été affectés. On se souvient même de la réaction du ministre délégué à l'économie de l'époque, Agaya Marcelin. Ironie ou responsabilité? Lui qui disait justement, je cite, que c'est une difficulté qui n'a eu de cesse d'occasionner des problèmes de santé, des dégâts matériels, bref, avançant évidemment des chiffres dans le cadre de la réinstallation. 930 logements à construire, dont 132 de 4 chambres, 300 de 3 chambres et 498 autres dans les zones retenues en Kolntan, à Yéméplaine et le 2e arrondissement de la commune d'Untum. À ce jour, plus personne n'en parle. L'administration au Gabon qui passe avec des hommes. Plus encore, la problématique avait été évoquée au dernier New York Forum Africa. Le ministre Akagamba annonçait un financement de 72 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement pour le seul bassin versant de Guégué. Alors, où sont donc passés tous ces financements? Pourquoi les travaux engagés sont à ce jour à l'arrêt? Des interrogations toujours et des victimes aussi qui vraisemblablement ne préoccupent guère les autorités à moins de descendre sur le terrain pour faire le numéro. Parlons à présent du réseau routier gabonais. La route qui traverse la mairie du 6e arrondissement pourrait se couper en deux si rien n'est fait. Suivons ce reportage que nous propose à ce sujet Bertline Bungon. Puisque d'ici là, cette zone abritera un lac, certains anticipent déjà sur l'activité phare qui y sera observée, à savoir la pêche. Et pourtant, ici, à plusieurs reprises, les automobilistes, les piétons ont tenté d'appeler à l'aide le gouvernement, mais hélas,
Même si aujourd'hui, la dégradation de cette route est encore bien plus importante, une énième interpellation pourrait peut-être, cette fois-ci, porter des fruits. Nous observons un mouvement d'interpellation, un mouvement d'alerte et un mouvement de sensibilisation à l'endroit des pouvoirs publics, notamment le ministère des Travaux publics, compte tenu de la grosse urgence qu'il y a sur le point noir où nous nous situons actuellement. Il se trouve que cela fait plus d'1 an que cette situation perdure. Et vous savez que Zayon, c'est l'une des plus grosses agglomérations de la capitale en termes de nombre de population. Et que nous sommes là situés sur le principal accès de ce grand quartier qu'est Zayon, qui constitue une grosse agglomération. Nous interpellons vraiment les pouvoirs publics pour que cette situation qui devient intenable pour l'ensemble des transporteurs qui exercent dans ce quartier et même pour l'ensemble des populations qui sont transportées par ces opérateurs, nous interpellons les pouvoirs publics pour que des mesures d'urgence soient effectuées ici, vraiment le plus rapidement possible. Les transporteurs, las de devoir subir des désagréments occasionnés par une telle route, pourraient interrompre sous peu toute activité dans ce secteur. Parlons à présent de cette Assemblée générale du mouvement dynamique unitaire. Au centre des discussions, le fait de dénoncer justement avec vigueur ce qu'ils ont qualifié de méthode d'intimidation à l'encontre de certains des leaders justement de ce mouvement. C'est ce que nous rapporte ici Bertheline Bengon. Cela apparaît comme tel, des méthodes d'intimidation à l'endroit des leaders du mouvement dynamique unitaire. L'un d'entre eux serait actuellement accusé de complicité de faux sur les résultats des examens du baccalauréat 2014 à Franceville. Drôle que ce soit 1 an après qu'une convocation à ce sujet lui parvienne. Je ne peux rien dire pour l'instant, dans la mesure où c'est que je sais que j'ai reçu une convocation de la DG de Franceville. Je vais m'y rendre. Mon avocat a été saisi et puis nous irons sur place nous enquérir de la situation. Donc je crois que sur cette question, c'est étant sur place que je saurai qu'est-ce qu'on me reproche. Ça me paraît surprenant, mais dans tous les cas, je préfère attendre ces conclusions puisque je vais m'y rendre avec mon avocat et nous allons être officiellement saisis de ce que je suis reproché. Donc à ce sujet, je crois que très rapidement, on saura de quoi il s'agit. Si c'est vrai ou si c'est un complot, on sera fixé très rapidement. Personnellement, je n'ai rien à me reprocher. Ça, depuis que je fais le syndicalisme, je n'ai rien à me reprocher. Mais toujours est-il que s'il s'agit d'un complot, eh bien, les masques tomberont forcément. À cette convocation, Jean-Rémy Yama y répondra, bien évidemment, mais pour l'instant, se réserve une quelconque interprétation de ce qui lui est véritablement reproché. Dans tous les cas, les membres de Dynamique Unitaire restent mobilisés et surtout sur leur garde. Nous vous invitons à présent à suivre la réaction du mouvement dynamique unitaire après la sortie du porte-parole de la présidence de la République. Je ne sais pas pourquoi c'est à nous qu'on dit que nous faisons une mauvaise interprétation. Si on a mal interprété, ça veut dire que quasiment tous les Gabonais ont mal interprété. Et si c'est le cas, c'est que nous n'avons pas bien compris. Et si nous n'avons pas bien compris, je pense que le président de la République alors devait nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Mais toujours est-il, quand on analyse le discours du chef de l'État, on n'a pas besoin d'être très fort en français pour comprendre que quand il parle de mise en place, la mise en place de quelque chose, je le répète, c'est le début d'exécution de quelque chose. On ne met en place que ce qui existe déjà. On ne peut pas mettre en place ce qui n'existe pas. Et le président de la République ne peut pas dire que dès janvier, on met en place et que ce serait tout simplement le début de la discussion, sans définir quand est-ce que cette discussion se terminerait. Non, ne soyons pas dupes. Le président de la République, il est clair dans son discours. Il parle de la mise en place et il va plus loin en disant, compte tenu de la situation actuelle, messieurs les journalistes,
ça veut dire que le président parle au présent. Compte tenu de la situation actuelle, je demande que les salaires soient augmentés. Dans 6 mois, dans 1 an, la situation macroéconomique ne sera peut-être plus la même. Donc le temps utilisé par le président de la République est un temps présent, immédiat. Ce n'est pas un temps futur comme veulent nous faire comprendre ou entendre le gouvernement qui parle de 6 mois, 1 an. Dans 6 mois, 1 an, on ne sait pas si le baril de pétrole, le prix du baril serait à ce taux-là. Or, le président dit, en tenant compte de la situation actuelle, je demande que soit fait telle chose. Mais ça veut dire que le président veut que ça soit fait immédiatement. En tout cas, dans le contexte actuel. Mais ce n'est pas dans 6 mois, 1 an. Donc, c'est l'interprétation que nous faisons. C'est l'interprétation que font l'ensemble des Gabonais, puisque aujourd'hui, les travailleurs sont en grève par rapport à cette interprétation. Le porte-parole, dans ce cas, je crois qu'il devait revoir sa copie. Mettons le cap à présent sur la province de la Nyanga, précisément sur la ville de Tchibanga, où les membres de la CONACYCED, à l'issue d'une assemblée générale, ont décidé d'emboîter le pas à leurs collègues de Libreville en décidant d'entrer en grève illimitée. Suivant ce reportage de Bertline Bengon sur les images de TV+ Nyanga. C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue récemment que les enseignants membres de la CONACYCED à Tchibanga ont opté pour un durcissement du ton afin d'accompagner le Bureau national dans la lutte aux revendications inscrites dans leur cahier de charges. La direction d'Académie provinciale de la Nyanga a fait une lecture tronquée de la loi. Ils nous ont dit que c'est une lecture en diagonale. La loi, c'est un tout. C'est vrai que la direction d'Académie a visé l'article 25 de la loi 18/2005 portant création et fonctionnement des syndicats. Mais cette direction d'Académie provinciale a omis l'article 71 de la loi numéro 1/2005 portant statut général de la fonction publique qui dit qu'il ne peut y avoir suspension de salaire dès lors que la grève résulte du non-paiement des rémunérations dues. Et c'est quoi les rémunérations dues? Il y a entre autres les rappels, les postes budgétaires, les avancements automatiques. Tout cela fait partie des rémunérations dues. Alors il ne peut y avoir aucune suspension de salaire. Il faut souligner que dans les établissements primaires et secondaires de la ville de Tchibanga, les cours sont actuellement suspendus. Une situation qui inquiète bon nombre d'élèves. Je ne sais pas plus que les âges sont en train de passer. On voit bien que les enfants ne font pas cours ici. Dans la Nyanga, presque toute école publique n'a pas cours. Les enfants n'apprennent plus. C'est pas bon. Nous, on veut un bon pays digne. Nous, on veut poursuivre les cours pour passer en classe supérieure, avoir notre examen du CEP blanc et notre entrée en 6e. Parce que nous sommes dans la classe d'examen, que nous préparons notre CEP. Et c'est pour cela que nous voulons que le cours puisse reprendre, pour qu'on puisse reprendre nos leçons. Toujours attendu et impatiemment un rétablissement de cette situation, tant dans cette province de la Nyanga que dans tout le pays. Revenons à Libreville pour ouvrir la page éducation de ce TV+ ce soir. Quelle importance des répétiteurs en période de crise dans le système éducatif? C'est le cas ces derniers temps au Gabon. Les parents réagissent dans cet élément sur les images de Edgar Zé. La crise dans le système éducatif gabonais n'est plus à démontrer. Les élèves, tant du premier que du second degré, sans oublier les étudiants du secteur public, sont victimes d'un arrêt d'activité académique. Pour rattraper le temps perdu et espérer mettre leur enfant à niveau, certains parents font recours aux répétiteurs. Est-ce la solution? Le répétiteur, en aucun cas, ne pourra se substituer au rôle de l'enseignant. Moi, je pense qu'en période de crise, faire recours aux répétiteurs n'est pas la bonne chose, puisque si déjà on est en crise, le répétiteur ne pourra pas apporter un surplus à ce que l'enseignant en cours en temps normal pourra apporter. Je trouve que quand il y a des grèves, c'est tout à fait normal que chaque individu, chaque citoyen gabonais peut avoir un répétiteur pour ne pas casser la chaîne. L'école, c'est comme une chaîne de vélo. Si les maillons se cassent, ça bloque tout. Tu vois, c'est tout à fait normal. Pendant les évaluations, les enseignants tiendraient uniquement compte des cours déjà vus.
Du coup, le rôle du répétiteur ne saurait relever le niveau. Un parent suggère plutôt ceci. Même en étant parent, on peut être un répétiteur. Et qu'il faut mieux, il faut, n'est-ce pas, essayer en fait de résoudre la crise en proposant, en mettant la pression sur les autorités ministérielles, c'est-à-dire l'éducation et les autorités d'éducation nationale, pour que la crise puisse trouver une issue favorable et faire peut-être, si possible, recours aux répétiteurs. Au lieu de chercher à recoller les morceaux, il conviendrait de soigner le mal de l'enseignement au Gabon depuis la racine. 137 enseignants du pré-primaire bénéficient d'un séminaire atelier de renforcement de capacité. Une formation à point nommé pour les bénéficiaires qui sont donc ou alors qui se sont perfectionnés sur 14 modules à Tchibanga. Reportage. Le ministère de l'Éducation nationale vient d'offrir une formation axée sur le renforcement des capacités de 137 enseignants et stagiaires du pré-primaire de la province de la Nyanga. Pour cette formation composée de 14 modules, les encadreurs sont aguerris pour dispenser ces cours. Ce sont des techniciens du ministère de l'Éducation nationale que nous sommes, des inspecteurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, venant de deux circonscriptions, Nyanga Nord et Nyanga Ouest. Ceux-là viennent pour essayer d'inculquer leur savoir à leurs sœurs et frères, pour leur donner quelques notions, sinon au niveau de la pédagogie, au niveau du management et d'autres didactiques. Et nous avons aussi associé des cours un peu généraux, des cours généraux, comme la science de vie et de la terre, l'histoire géo et les mathématiques académiques, y compris aussi le français académique, pour essayer de raviver leurs connaissances d'antan. Au niveau de l'inspection provinciale de la Nyanga, les autorités ont tenu à faire profiter au plus grand nombre cette formation. Au niveau de notre bassin pédagogique, 80 devaient suivre ce séminaire. Mais nous avons tenu compte de certaines Gabonaises et Gabonais qui ont passé 2 ans durant dans les centres de formation privés afin qu'ils prennent part. Parce qu'il peut arriver qu'à la longue, qu'on ait peut-être besoin d'eux. C'est pourquoi, au lieu des 80, nous avons 137 stagiaires. Une initiative qui a mis du baume au cœur des bénéficiaires qui souhaitent que soit aussi réglé le problème de leur salaire. L'opération d'établissement d'acte de naissance lancée par le gouvernement de la République commence à faire des mécontents. À la mairie d'Ovendo, par exemple, les demandeurs s'insurgent contre un certain nombre de paramètres. Un reportage sur les images d'Edgar Nzé. C'est presque le dernier jour de l'opération d'établissement d'acte de naissance initiée par le gouvernement de la République. La pression monte du fait de la précipitation et de l'inquiétude des demandeurs qui s'interrogent si leurs cas seront traités alors que l'attente se fait longue. Pour eux, rien n'est facile. Tout est dur au Gabon, tout est dur. Pour avoir une pièce ici, là, c'est pas facile. Tout est dur. Depuis le matin, nous sommes là. On est là depuis 7 heures. Il y a un médecin. Il regarde l'âge apparent, mais il n'est pas encore là. Il faut attendre jusqu'au soir. On sera obligé de poser. On va faire comment? On sera obligé de poser. Comme ça, l'enfant va être sans papier. Vous voyez combien de fois ça fait. C'est pas facile, hein, ma fille. Probablement, le dernier délai, c'est lundi. Ils nous ont dit de passer lundi autour de 11h, quelque chose comme ça. Mais le dernier délai, on devait prolonger un peu. Il y a trop de monde dans ce sens-là, parce que les Gabonais, c'est à la dernière minute que tout le monde se bouscule. Là. Depuis 6h qu'on est là, franchement, c'est tout un problème. Pour cet agent municipal de la commune d'Ovendo, la requête des demandeurs suggérant une prorogation de la date butoir doit être prise en compte. Il y a l'engouement. C'est le dernier jour, je pense. Je crois que c'est jusqu'à lundi. Et s'il faut prolonger un peu, j'aurais voulu que ce genre d'initiative se pérennise. Chaque année peut-être, parce qu'on a remarqué qu'il y a plein de Gabonais qui n'ont pas de pièce d'identité. C'est grave. Bon, là ça s'arrête à 21 ans. Mais il y en a encore
ceux-là qu'on trouve qui n'ont pas d'acte de naissance jusqu'à une trentaine d'années. Donc c'est une initiative louable que je souhaite qu'elle prenne encore un peu plus de temps, si on peut prolonger peut-être d'un mois. En attendant le 16 février prochain, le souhait de chaque demandeur est de voir son dossier aboutir dans de brefs délais. Parlons à présent de la formation des personnels de santé de la province de la Nyanga sur les techniques de prévention et de prise en charge de la fièvre hémorragique de type Ebola. Cette initiative du ministère de la Santé permet de rendre plus performants les hommes sur le terrain. TV+ Nyanga. Ils étaient nombreux au centre de santé urbain de Chibanga, les responsables des centres médicaux de la province de la Nyanga. Objectif de cette rencontre, rendre plus opérationnels les acteurs de la santé face à l'épidémie Ebola. C'est une formation qui vise à rendre les acteurs de terrain opérationnels. Vous savez que depuis quelque temps, il y a une épidémie d'Ebola qui frappe un peu partout dans le monde. Et le Gabon, ayant des antécédents relatifs à cette épidémie-là, nous avions connu quelques épidémies au Gabon. Donc il est important pour le Gabon de former les professionnels de santé à la surveillance de cette maladie. Il y aura des séries de communications avec du matériel que nous avons ramené de Libreville. Et ces formations-là vont faire en sorte que chacun participe à la surveillance à son niveau. Parce que Ebola, c'est une affaire de tous. Ils auront des messages qui leur permettront de savoir que telle ou telle personne peut être un cas suspect Ebola et vont signaler aux autorités sanitaires qui, à leur tour, feront le relais au niveau de Libreville pour qu'il puisse y avoir des actions immédiates. Donc, Ebola, c'est l'affaire de tous et surtout, c'est important d'écouter ce que le personnel de santé va vous dire quand le personnel de santé viendra vers les populations. Les gestes utiles permettant la détection des signes avant-coureurs de la maladie, bref, la détection épidémiologique et le comportement à adopter face à une personne présentant des symptômes ont été au cœur de cette formation. Rappelons que les agents formés seront déployés sur le terrain dans le cadre de la prévention contre Ebola. Parlons religion à présent. Le renouveau charismatique catholique du Gabon fête ses 30 années d'existence. Une cérémonie qui n'est pas passée sous silence dans la capitale. Suivant le reportage que nous proposent Bertheline Bengon et Edgar Zé. 30 ans d'existence déjà pour le renouveau charismatique catholique, né en 1985 dans notre pays à Bessieux. Il s'agit dans ce groupe pour ses membres d'apprendre à mieux cheminer avec le Seigneur. Pour la célébration de cet événement, le programme du jubilé a débuté depuis le 11 février avec l'arrivée de plusieurs délégations. Pour ce 13 février à l'église Saint-Michel de Kembo, les membres du renouveau charismatique ont eu droit à une célébration eucharistique axée sur l'évangile de Marc chapitre 7 versets 31 à 37. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Ce jubilé est également l'occasion pour les membres du renouveau charismatique de faire le bilan de ce qui a été fait durant 30 ans et ce qui reste bien évidemment à améliorer. Rappelons toutefois que ce jubilé est prévu s'achever le 15 février prochain. Avant la boucle de ce TV+, ce soir, mettons le cap sur une autre traditionnelle page éphéméride. Tout d'abord, la citation du jour. La force sans l'intelligence s'effondre sous sa propre masse. Cette citation est signée Horace. Et puis le proverbe du jour, la législation est le sel de la terre.
Et puis demain, nous serons le dimanche 15 février 2015. Nous serons le 46e jour de l'année. Il en restera 319 avant le 1er janvier 2016 et nous serons toujours de plein pied dans la 7e semaine. Et puis, toutes les personnes qui ont pour prénom Claude et Claudette méritent votre plus beau sourire à partir de demain. Et ce traditionnel communiqué de la Direction Générale de TV+, cela fait 1993 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. C'est ainsi que se referme ce TV+ ce soir. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux. Bla, 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 bla.